Bonjour à toutes et à tous, je suis Tammy Art et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais commencer une toute nouvelle série pour cette chaîne YouTube, en français, désolé les anglais, et cette série s'appelle désormais I Saw It, traduit littéralement par Je l'ai vu. C'est plutôt bien, je trouve, mieux que film review ou des trucs ainsi, étant donné que c'est tout le monde qui utilise le même nom. Mais enfin soit. Aujourd'hui nous allons parler de deux films, Vendredi 13, 1 et 2. Alors je me suis dit que j'allais commencer cette série par les films que j'ai vus, la série de films que j'ai vus en premier, étant donné que j'ai vu les 12 films. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'heures de perdu. Mais je les ai tous finis et je vais continuer cette série pour faire les autres, ainsi que les films que j'ai vus, et c'est bien sûr, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que des films Vendredi 13 ou Halloween et tout ça, je vais également parler de séries et d'animés, rien que pour vous les amis. Et aujourd'hui donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de Vendredi 13 1 et 2. Commençons donc avec le premier. Vendredi 13, premier du nom, sorti le 9 mai 1980 et produit et réalisé par Sean Sexton Cunningham, celui-ci s'inspira grandement du film Halloween sorti 2 ans plus tôt. Le film, comme Halloween, Scream ou d'autres encore, est du style slasher, qui est un sous-genre de film d'horreur, désignant donc les meurtres orchestrés par un tueur en série ou un psychopathe. Enfin bref, des meurtres quoi. Le premier film ne disposait que de 700 000 $ de budget, ce qui est vraiment peu pour un film, mais il a tout de même fait fureur au box-office à l'époque, remportant mondialement parlant 59 754 601 $. Il s'agit du film le moins bien financé de la série, mais le troisième qui a le mieux rapporté. En ce qui concerne l'histoire, on commence en 1958, un an après la mort d'un jeune garçon au camp Crystal Lake. D'ailleurs, petite anecdote, dans le film, Jason n'existait pas, il était connu sous le nom de Jackie. C'est dans le 2 que le nom de Jason apparaît, et lui de même également. Nous suivons donc deux jeunes au camp, partant pour aller avoir des relations sexuelles à l'étage d'une des cabines. D'après l'histoire, ce seraient les deux moniteurs qui auraient également eu des relations en lieu de veiller sur Jason. Donc nous les suivons et peu après quelqu'un approche. Une personne qu'ils semblent connaître et cette personne les tue tous les deux froidement. Après ce meurtre, nous arrivons donc en 1980 et plus précisément le vendredi 13 juin. On apprend plus tard que c'est le date d'anniversaire de Jason. Nous suivons la jeune Annie, nouvelle cuisinière du camp, qui demande par où est Crystal Lake. Un homme accepte de la conduire. Ils se font tous les deux arrêter par Ralph, le fou du village, qui met la jeune en garde. Comme quoi le camp est maudit. Après, à mi-chemin, le chauffeur la laisse, et celle-ci fait donc du stop, et trouve vite une voiture, dont on ne voit pas le chauffeur. Étrange. Mais après un virage passé, la jeune fille prend peur, comprenant qu'elle ne va pas au camp. Elle saute du véhicule et fuit dans la forêt. Le conducteur s'arrête, va dans la forêt, arrive et la tue directement contre un arbre. Plutôt sympathique. Arrivé au camp, on rencontre les nouveaux moniteurs Ned, Jack, Marcy, Alice, Bill, Steve et Brenda. Enfin, même si Steve c'est plutôt le directeur. Ceux-ci s'occupent de rénover le camp pour la prochaine réouverture. Quant au propriétaire, Steve Christie, celui-ci s'en va avec sa Jeep pour aller chercher des fournitures en ville. Pendant le restant de la journée, il s'amuse. C'est des jeunes après tout. Mais c'est à la nuit tombée que tout devient plus intéressant. Jack et Marcy s'accouplent dans l'une des cabines, tandis que le corps mort de Ned égorgé se trouve au-dessus d'eux, sur le lit superposé. Ah, quelle sympathie, j'adore. Après leur amusement, Marcy part aux toilettes. Quant à Jack, il meurt peu de temps après, une flèche plantée dans la gorge par-dessous le lit. Le tueur va aux toilettes et plante une hache dans la tête de Marcy. Maintenant je vous dis les filles, jamais aller aux toilettes toute seule. C'est pour ça que toutes les filles à l'école vont aux toilettes ensemble. C'est dangereux d'aller seule.
C'est alors au tour de Brenda d'entrer en scène. Elle sort de sa cabine alors qu'elle entend des cris d'enfants depuis la forêt. Elle arrive au stand de tir. Les projecteurs s'allument soudain et l'aveuglent. Le tueur met fin à son existence dans un hurlement sordide. Ensuite, c'est Steve qui revient au volant de sa Jeep. Celle-ci s'arrête et il sort. Il est alors ébloui par une lampe torche. Lorsqu'il voit la personne, il semble la reconnaître. Et il se fait tuer. Bill et Alice, inquiets de la disparition de tout le monde, se mettent à les rechercher. C'est alors qu'ils trouvent une hache couverte de sang sur le lit de Brenda. Les câbles téléphoniques sont coupés et les voitures inutilisables. C'est peu après que le générateur s'arrête. Bill part pour aller le remettre en route, tandis qu'Alice s'endort. Quelle bonne idée pour s'endormir. Après son réveil, elle court à la recherche de Bill et le retrouve mort, cloué à une porte par des flèches. Elle court jusqu'au cabanon principal, le barricade et va dans la cuisine armée d'une batte de baseball. Et c'est alors que le corps de Brenda est projeté à travers la fenêtre, la laissant sous le choc, lâchant même la batte. Bien entendu, c'est tout à fait logique. Juste peu après, elle voit les phares d'une voiture arrivant au camp. Elle défait sa barricade et fuit dehors, en espérant voir Christy étant donné que c'est sa Jeep. Mais à la place que ce soit lui, elle rencontre Pamela Voorhees, qui prétend être une amie de la famille Christy. Après qu'Alice ne lui montre le corps de Brenda, elle explique alors qu'elle a été cuisinière au camp et que, durant cette période, Jason est mort noyé à cause des moniteurs qui s'envoyaient en l'air. C'est alors qu'elle sort un poignard et on comprend tout. Elle était la meurtrière. Alice parvient à s'échapper à plusieurs reprises, ralentissant Pamela. Et puis elle arrive au lac. Pamela arrive, et après un combat entre les deux femmes, Alice se saisit d'une machette se trouvant sur la plage. Elle se saisit d'une machette sur la plage et décapite Pamela d'une traite. Après avoir compris ce qu'elle a fait, elle s'enfuit sur un canoë et se laisse porter par l'eau jusqu'à son réveil. Au matin, quand elle ouvre les yeux, elle remarque la police l'attendant sur la rive du lac. Et tandis qu'elle s'apprête à bouger, Jason, enfant mort-vivant, sort de l'eau et la tire au fond. Puis elle se réveille à l'hôpital. Il n'y avait pas d'enfant qui l'a emmené au fond de l'eau. Et elle assure qu'il est toujours vivant. Donc voilà pour le résumé de l'histoire. Bon, ce n'était pas vraiment un film exceptionnel quand on compare à ce que l'on a aujourd'hui. Par contre, pour l'époque, c'était quelque chose d'incroyable et d'effrayant. Le film en lui-même est plutôt bien quand on y pense. Une bonne histoire, des personnages à développer. Surtout, lorsqu'Alice dit que Jason est toujours vivant, on peut sentir le deuxième film arriver. Très franchement, c'était vraiment un bon film si on oublie le petit budget et l'âge. Ça fait quand même 40 ans qu'il est sorti, ce n'est pas rien. On a gardé l'identité du tueur caché jusqu'au bout et les femmes meurtrières, c'était plutôt rare à l'époque. Donc ce retournement de situation était assez sympathique. Pour quelqu'un comme moi qui pensait que Jason était directement là lors du premier film, j'étais assez étonnée de voir une femme. Le meilleur, c'est que j'étais très perturbée que Jason s'appelait Jackie à l'époque. C'est ridicule. Pourquoi Jackie avoir changé? Peu importe. Mais bon, après, qui dit petit budget, dit acteur pas trop parfait. Comme par exemple le début avec la fille qui a vu son copain se faire tuer devant elle, et elle bouge dans tous les sens. On sentait que c'était pas naturel, et aussi Bill qui devait jouer le mort lors de son gros plan, on peut voir ses yeux bouger. Et les effets spéciaux n'étaient pas trop ouf, mais assez bien pour, comme je le répète, un film avec si peu de budget. Malgré tout ça, ce que je trouve le meilleur dans le film, c'est quand Alice cherche pour des munitions de fusil à pompe, n'en trouve pas, que Pamela arrive et que, parmi tous les objets autour d'elle, et il y avait même des outils, elle a pris le rouleau de corde et l'a lancé sur Pamela. Pour dire que cette femme est complètement stupide. Si j'avais quelque chose à dire contre le film, c'est l'histoire de la mise en scène qui fait trop vieille. Mais si on se remet dans le contexte des années 80, c'est un très bon film et un remake de celui-ci n'aurait pas été utile. Pas une fois. Enfin, sans plus tarder, place au deuxième film de la saga. Vendredi 13, chapitre 2, le tueur du vendredi. N'est-ce pas un titre alléchant? Sorti le 30 avril 1980 avec un budget environnant les 1 250 000 $, le film est beaucoup moins précis que son prédécesseur, en rapportant seulement aux États-Unis 21 722 776 $. Pour ce qui est du reste du monde, eh bien, Wikipédia ne sait pas. Pour celui-là, jusqu'au chapitre 9, le box-office pour autre que les USA est indéterminé. Enfin, passons maintenant au résumé. 2 mois après les événements du premier film, donc la mort de Pamela, on arrive aux côtés d'Alice, la dernière survivante du camp, dans son appartement, qui n'est sûrement pas à Crystal Lake.
Elle est effrayée par un chat qui saute dans sa cuisine, elle comprend qu'il a faim, elle ouvre le frigo pour lui prendre à manger et... elle voit la tête de Pamela Voorhees. Effrayant. Elle hurle, se fait transpercer la tête avec un pic à glace, et ce par un inconnu. Mais vu des mains, on pourrait comprendre que c'est un homme. 5 ans plus tard, de retour à Crystal Lake, ou plutôt à côté du camp, on suit Paul Holt. Celui-ci organise un stage de perfectionnement pour les moniteurs et est accompagné de Ted et Ginny. Puis nous avons les stagiaires, Sandra, Jeff, Mark, Terry, Scott et Vicky. Ceux-ci qui devaient devenir plus tard des moniteurs à leur tour. Durant la nuit, Paul raconte l'histoire de Jason, comme quoi il aurait survécu et aurait assisté au meurtre de sa mère, et qu'il aurait continué à grandir dans la forêt, prêt à tuer pour venger sa mère et protéger son territoire. Ted arrive alors derrière tout le monde avec un masque et une lance pour les effrayer. Paul termine son histoire en affirmant la mort de Jason et en interdisant à quiconque d'entrer dans le territoire du camp Crystal Lake, connu maintenant comme étant le camp sanglant ou le camp maudit. Et on sait tous que cette règle ne sera pas respectée. Pendant que tous sont rentrés dans les cabines, Ralph, le fameux fou du village, refait son apparition pour les avertir du danger. Mais n'a pas le temps et se finit garrotté à un arbre. Au lendemain, Jeff et Sandra se faufilent au camp sanglant. Il faut toujours des fouteurs de merde, n'est-ce pas? Et là-bas, ils découvrent une carcasse de chien ressemblant au chien de Terry, Muffin, que celle-ci n'a pas retrouvé. Et les deux briseurs de règles se font arrêter par l'adjoint Winslow, et ils se font accompagner au camp Packanack. C'est vraiment un nom de merde. Sur le chemin du retour, l'adjoint voit un homme masqué entrer dans la forêt, et il le suit jusqu'à une vieille cabane. Après un peu de recherche, il trouve une arrière-pièce, avec un hôtel. Sur celui-ci se trouve la tête coupée de Pamela, son pull, le tout entouré de bougies. Et il se fait tuer à l'aide d'un marteau. C'est vraiment stupide. De retour au camp, Paul laisse les stagiaires aller une dernière fois en ville. Parmi tout cela, 6 resteront au camp, dont Jeff et Sandra, qui sont forcés au vu de leur petite escapade interdite. Lorsque les autres partent en ville, ils vont directement au bar. Là-bas, Ginny émet l'hypothèse que Jason, qui serait toujours en vie, n'aurait jamais eu conscience de la mort, jusqu'à ce qu'il voie sa mère se faire décapiter, et qu'il se serait caché parmi les arbres lors de cette nuit funeste, qu'il serait comparable à un homme bête, qu'il serait comme un enfant dans la prison d'un corps d'homme. Ted, lui, se fout de sa gueule, tandis que Paul la rassure au sujet de Jason, assurant que ce n'est qu'une légende. Pendant qu'ils s'amusent tous au bar, c'est beaucoup moins le feu de camp, étant donné qu'un tueur rôde, et celui-ci commence par Scott, qui s'était pris dans un piège et était désormais pendu par les pieds avec une corde, et il se fait égorger tandis que Terry était parti chercher un couteau pour le libérer. Celle-ci se fait tuer hors caméra après avoir vu le cadavre du pendu. Mark, lui, reçoit une machette en plein visage et il dévale les escaliers jusqu'au lac, toujours dans sa chaise roulante. Le tueur monte alors à l'étage et empale Jeff et Sandra qui faisaient l'amour. Sérieusement, ils font que ça dans ces films. Il les empale à l'aide d'une lance qu'il a pris en montant les escaliers et il poignarde Vicky avec un simple couteau de cuisine. Plus tard ce soir-là, Ginny et Paul rentrent au camp tandis que Ted reste à se bourrer la gueule jusqu'à plus pouvoir. Ils découvrent le camp vide, montent à l'étage et découvrent le lit de Jeff et Sandra. Vide, mais couvert de sang. Le tueur saute sur Paul durant un moment d'obscurité, nous laissant penser qu'on a aussi perdu Paul, et le meurtrier poursuit Ginny dans tout le camp. Celle-ci court jusque dans la forêt et tombe sur la cabane de Monsieur le Fou. Et celui-ci peut être aperçu en train de courir à toute allure à travers la fenêtre. Elle part se barricader dans la porte arrière, puis découvre la tête de Pamela ainsi que son pull. Elle comprend alors que le tueur n'est autre que le fameux Jason. Ginny enfile le pull aussi vite que possible pour faire croire à Jason que sa mère est de retour. Ça marchait jusqu'à ce qu'il remarque la tête de sa mère, toujours présente sur l'autel, et Paul arrive pour sauver la mise. Et il se fait massacrer. Quand Jason s'apprête enfin à tuer Paul, une bonne fois pour toutes, Ginny ramasse la machette à ses pieds et l'enfonce dans l'épaule de Jason, le laissant pour mort. Il hésite de découvrir son identité en retirant le masque, mais le spectateur n'a pas le droit de le contempler. Les deux survivants retournent à la cabane, pensant en avoir fini, mais c'est sans compter un bruit étrange qui leur parvint. Paul s'arme, prêt à attaquer, lorsque, en fait, il ne s'agissait que de Muffin. Ouais, le chien est toujours en vie. Ginny, soulagée, se détend un peu et se fait vite attraper par Jason qui fit irruption par la fenêtre arrière.
Elle se réveille après sur un brancard et est emmenée à l'hôpital. Quant à Paul, disparu, mort, aucune idée. On termine le film sur la tête de Pamela et le corps disparu de Jason. Bon, qu'ai-je pensé du film, demanderiez-vous? Eh bien, c'était un bon film. L'histoire était vraiment bien, une bonne continuité au premier, et on a même le droit de voir à quoi ressemblait Jason lorsqu'il a sauté sur Ginny. Aussi, on comprend que Jason ne ferait jamais de mal à un animal. L'exemple est de Muffin qui revient sain et sauf. J'ai beaucoup aimé la scène où Jason croit que sa mère est revenue. Ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Il n'était âgé que de 11 ans lorsqu'il a été séparé de sa mère, et la voir mourir sous ses yeux a dû être encore pire. Alors cette scène m'a très franchement beaucoup touchée. En ce qui est du jeu d'acteur, il était bien mieux. Meilleur que dans le premier, les effets spéciaux également. On a eu droit à du meilleur, en même temps, vu le budget du film, par rapport au premier, ce n'est pas étonnant. Si j'avais quelque chose à améliorer vis-à-vis du film, je dirais l'histoire et les personnages de Pamela et Jason. L'histoire n'est vraiment pas assez développée, on reste plus sur juste des meurtres. Et c'est tout que d'essayer d'en apprendre plus sur les deux tueurs, comme par exemple sur le père de Jason, ou alors sur le reste de sa famille, s'il en a. Ça j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Un développement au niveau du personnage de Jason aurait vraiment été favorable. Si on ne voit pas tous les films et les bandes dessinées, surtout à l'époque, on ne peut pas apprécier le personnage de Jason, ce qui est vraiment dommage, car malgré ses folies, c'est tout de même un être vivant qui n'a vraiment eu que de la souffrance dans sa vie. Et ça, le film ne le supporte pas assez. Cela aurait été sympathique de pouvoir apprécier un tueur et que les réalisateurs font tout pour qu'on l'apprécie. Après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on aimait juste faire des tueurs fous qu'on n'était pas censé aimer. Un peu comme dans Scream. Ou dans Halloween avec Michael Myers. Mais bon, on expliquera ça une autre fois. Donc pour conclure, le premier film n'a pas besoin de remake, ni d'être plus expliqué qu'il ne l'est déjà. Il est assez bien comme il est, alors que le deuxième a bien mérité son remake, mais nous parlerons du chapitre 12 une prochaine fois. Voilà qui conclut notre premier épisode de I Saw It, notre nouvelle série de reviews de films animés séries préférés. Je continuerai avec les vendredis 13, n'hésitez pas à me proposer des films à regarder dans les commentaires, ainsi que des animés, des séries. Mais si c'est des animés ou des séries, attendez-vous à ce que ça prenne un peu plus de temps. Donc si vous avez des films, juste un ou deux, c'est plus favorable. Maintenant si vous avez une série de films comme les vendredis 13 où il y en a 12, voire plus, on va peut-être attendre. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer à faire plus avec cette série. Ça me plaît vraiment de devoir faire ça. Si vous souhaitez traduire cette vidéo ainsi que les suivantes, c'est tout à fait possible. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.